De retour dans l'African Newsroom, Barandiaï, consultant en innovation technologique, Blaise Ndoumbe Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise, Pape Kabo, analyste politique, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. En Afrique du Sud, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a manifesté depuis son arrivée une volonté d'accélérer la réforme agraire. Une motion a d'ailleurs été adoptée fin février au Parlement. Il s'agit d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire, des terres détenues à plus de 70% par les fermiers blancs. La redistribution des terres, une question, vous allez le voir, qui près d'un quart de siècle après la fin de l'apartheid reste toujours aussi sensible. Explication, Solène Duplessis. L'expropriation des terres sans compensation continue de faire débat en Afrique du Sud. Selon l'une des 4 plus importantes banques du pays, la Nedbank, l'Afrique du Sud risque une crise bancaire majeure si le gouvernement procède à cette réforme constitutionnelle. Une réforme agraire promise le 31 juillet 2018 par le président Cyril Ramaphosa afin de redistribuer les terres agricoles au profit de la population noire défavorisée. Je peux vous assurer que les incertitudes entourant le résultat de cette révision constitutionnelle a déjà un impact négatif sur la confiance des investisseurs. La politique d'expropriation des terres sans compensation, une préoccupation pour les banques commerciales du pays, puisque celles-ci détenaient 60% des prêts accordés au secteur agricole à la fin 2016. Un taux qui pourrait être déprécié dans les comptes des banques. Les enjeux pour les banques commerciales du pays, c'est de ne pas retrouver les créances, l'argent qu'elles ont prêté aux cultivateurs blancs, qui aujourd'hui occupent les terrains et qui pourraient demain être expropriés. Ils ont quand même traité pour près de 2,8 milliards de dollars de prêts. Et du jour au lendemain, la banque peut se retrouver en défaut de paiement. Et au-delà de cela, il y a un problème aussi avec des investisseurs, parce qu'ils ont des inquiétudes sur la capacité des futurs propriétaires à pouvoir exploiter correctement ces terrains-là. Et donc, ils risquent de manquer de l'argent pour financer l'agriculture sud-africaine. Certains observateurs craignent que la réforme constitutionnelle qui autoriserait l'expropriation sans compensation de certaines terres agricoles n'aboutisse à la situation qu'a connue le Zimbabwe avec sa réforme foncière dans les années 2000. Une réforme qui avait engendré un effondrement de la production agricole du pays, auparavant florissante. Alors, beaucoup d'inquiétudes autour de cette réforme agraire annoncée par le gouvernement. Et à mesure que l'on avance dans le temps, se pose de plus en plus la question de la faisabilité justement de cette réforme qui, à l'origine, n'était pas du tout portée par l'ANC, mais plutôt par Julius Malema, Blaise Ndoumbe Eyoum. Le problème sud-africain est un problème dont la genèse peut remonter un peu plus loin. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé après l'abolition de l'esclavage dans les zones qui étaient, par exemple, les Antilles, on vous dira que une fois les esclaves libérés, entre guillemets, sortis de leur chaîne et de chez leurs bourreaux, ils se demandaient où ils allaient et qu'est-ce qu'ils allaient exploiter derrière. Comment allaient-ils vivre? Autant ils étaient esclaves, mais nourris, entretenus. Ce n'est pas une situation privilégiée, c'était la réalité. Autant une fois dits libérés, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils aient un abri, il faut qu'ils aient des terres. Donc on n'avait pas prévu à cette époque-là qu'ils aient cette situation. Ils ont été tout de suite confrontés à la difficulté de vivre simplement et ils sont retournés pour certains chez leur maître. Le problème sud-africain, pour faire ce parallèle, ils sont libres. C'était les Blancs qui dirigeaient, qui étaient propriétaires de tout, qui monopolisaient l'économie, monopolisaient les terres. On en a parlé pour le Sud-Soudan tout à l'heure. On leur donne une liberté fictive. On retire la plupart d'ailleurs des armes stratégiques qui étaient détenues par l'armée sud-africaine quand elle était blanche. On laisse aux Africains noirs de gérer tant soit peu politiquement les choses, mais toute l'économie est encore maîtrisée par les Blancs. Donc il faut à un moment faire une transition. C'était un accord de face au début, qui faisait en sorte que les Noirs plus nombreux, arithmétiquement, puissent recouvrer la liberté. C'était la pression qui s'est faite. Mais derrière ça, économiquement, il faut qu'ils aient une vie viable. Il y a une émergence d'une partie des Noirs sud-africains dans l'économie, mais à minima. La maîtrise de l'économie essentielle est encore blanche. Que ce soit au niveau agraire,
que ce soit au niveau des banques et que ce soit sur les grands plans stratégiques de l'économie sud-africaine. Il doit se faire de facto une transition. Mais on sait bien que personne ne laissera la position qu'il a aujourd'hui de gaieté de cœur. Donc il faudra, avec les exemples zimbabwéens qu'on a quand même à côté, il faudra y aller avec à la fois la force, parce qu'il faut récupérer quelque chose, mais aussi l'intelligence d'organisation. Parce qu'une fois que les Noirs auraient récupéré ça, s'ils ne sont pas organisés de façon à gérer ces terres et à les rendre viables économiquement, et d'ailleurs parce que les productions sud-africaines sont vendues pour la plupart à l'extérieur, donc à coopérer et à transiter avec les pays occidentaux qui, eux, ont tout intérêt à garder leurs anciennes relations avec leurs anciens collaborateurs blancs, la situation va être plus compliquée. Donc pour moi, il faut y aller dans cette pression, mais tout en réfléchissant sur la manière, avec les exemples des pays voisins, notamment le Zimbabwe, comment on pourrait le faire sans trop de casse dans l'intérieur du pays. Barandiaï. Effectivement, il faut tenir en compte l'exemple zimbabwéen, vous l'avez bien cité. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, il ne faut pas être revanchard. Il ne faut pas appliquer la loi du talion. C'est-à-dire que là, on nous avait fait ça il y a des décennies, on a repris le pouvoir, on va appliquer la même chose. Par contre, le fait, effectivement, de voir cette injustice, cette injustice caractérisée, parce que 10% de la population ne peuvent pas tenir 70% des terres arabes du pays. Ce n'est pas juste, il y a quelque chose qui cloche, qui sonne mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, la Constitution a été votée, a été réformée. Je suis d'accord pour l'expropriation des terres. Maintenant, il va mettre tout sur la table, on va rééquilibrer la donne. C'est-à-dire que le propriétaire blanc, qui est descendant des Bauer, parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de la Nedbank. La Nedbank, ce n'est rien d'autre que Nederland. D'accord, Nederland, ça veut dire Bauer. Bauer, quelque part, c'est les premiers colons qui sont arrivés et qui ont monopolisé ces terres. Et Bauer, en termes hollandais, ça veut dire paysan, quelque part. Donc, moi, c'était un petit parallèle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on récupère ces terres. Maintenant, pourquoi pas faire des solutions dans comme vous étiez propriétaire, maintenant, vous vous laissez 50% de votre parcelle, mais ces 50 autres %, on vous la récupère. C'est là, et rentre dans le cadre de la Constitution, de la nouvelle loi. Mais quand on prend les terres de tous ces anciens agriculteurs à qui les banques faisaient confiance, confiance parce que blancs, il faut l'avouer, confiance aussi parce qu'ils avaient les techniques pour cultiver ces terres. C'est-à-dire que si on approprie ces nouvelles terres à la population noire, un problème se pose de formation, un problème d'agriculteurs professionnels peut se poser. C'est-à-dire que la rentabilité pourra faire défaut, ce qui fait que les investisseurs, parce qu'il faut le dire, ce sont les banques qui investissent, surtout la Nedbank qui met plus d'argent dans l'agriculture sud-africaine, va lever le pied et du coup, ce sera la faillite totale de cette réforme. Et du coup, ça rappelle le mauvais exemple zimbabwéen qui, 20 ans après, a été remis sur la table pour de nouvelles bases. Alors, Pape Kabo, est-ce que l'Afrique du Sud se dirige là vers le même piège que celui qu'on a pu observer au Zimbabwe et qu'on observe encore les conséquences encore aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a quand même un brainstorming à faire et on tire des expériences réussies quelque part pour se les appliquer dans nos territoires. En Afrique du Sud, on ne peut pas faire l'économie de cette réforme agraire. Elle est inévitable, elle s'impose pour une question d'équité. 4% des terres arables, pour la majorité de la population, ça veut dire que c'est plus qu'un déséquilibre. Il faut essayer de rétablir un équilibre. Je ne parlerai pas de pourcentage ici, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il y a le mal dur que va générer les risques que les banques vont courir, mais il y a aussi le mal que la population va continuer de vivre et on ne peut pas ad vitam aeternam les maintenir dans une situation de paupérisation. Elles ne l'accepteront pas. Si on ne fait pas face à cette situation-là aujourd'hui, on aura déplacé le problème. À un moment ou un autre de l'histoire ou de la vie, ce problème-là nous reviendra comme un boomerang et il faudra le résoudre. Donc aujourd'hui, Cyril Ramaphosa pose le problème tout de suite. Je pense qu'il faut y faire face. Tout va dépendre maintenant de l'intelligence qu'on va avoir pour ménager les banques, certes, mais je pense que la priorité doit être accordée à la majorité de la population. Il ne faut pas oublier le discours de feu Nelson Mandela qui disait qu'il ne s'agissait pas de se venger. Il n'est plus question de cela. Mais ici, il s'agit de rétablir des équilibres. Exactement. Oui, mais ne pas se venger, c'est une chose, on l'admet. Mais personne dans la partie qui détient aujourd'hui la majorité des terres n'a fait le pas
avec les 20 années qui sont déjà passées. C'est pourquoi il faut les inciter à. C'est pourquoi il faut les imposer des choses. Oui. Dans l'intelligence des équilibres. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de récupérer les terres. On a bien vu les exemples ailleurs. Il faut aussi avoir mis un système en place qui permette de garantir auprès des banques qui ont prêté déjà de l'argent aux anciens fermiers, qui tiennent l'économie, parce que cette économie ne s'effondre pas. On est bien d'accord. Mais il faut des intelligences de part et d'autre. Mais jamais, n'attendons pas la volonté des fermiers blancs de dire un matin, nous retrocédons comme ça 20% pour équilibrer. Non, il faut bien que la constitution sud-africaine et les dirigeants sud-africains prennent le taureau par les cornes et leur disent, même si ça ne se fait pas d'un coup, on va procéder de manière... si tu permets, c'est juste pour dire que, justement, ces préoccupations seront prises en compte. Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas aller vers une réforme agraire de cette envergure parce qu'elle s'impose. C'est inévitable, c'est plus une question de survie. On ne peut pas laisser seulement, encore une fois, la portion la plus petite à la majorité de la population. Déjà, rien que pour la production intérieure, pour les besoins de consommation interne, il y a à rétablir cet équilibre-là d'abord. Mais il est bien évident que l'État sud-africain et leurs partenaires ont réfléchi sur les garanties à donner à la Nedbank, etc., pour que justement elle ne soit pas perdante dans cette affaire. Croyez-moi, elle ne sera pas blessée. Oui, mais bien sûr qu'elle ne sera pas perdante. Elle ne sera pas perdante quelque part parce que le fait de relancer l'agriculture de façon équitable est une chose. Maintenant, il ne faut juste pas oublier que il y aura une période de latence pendant que les agriculteurs noirs à qui on va attribuer ces terres se forment. La production ne va pas être au même niveau qu'actuellement. Alors l'Afrique du Sud a une grande population qu'elle doit nourrir aujourd'hui quelque part. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et d'autre part aussi, les anciens propriétaires blancs aujourd'hui, ils s'offusquent. Donald Trump même a tweeté récemment par rapport à ça. Il s'est mêlé des histoires sud-africaines. Alors que pendant l'apartheid, il était encore tout jeune leader américain, démocrate et tout ce qui allait. Donc il pouvait s'impliquer à ce moment. C'était une parenthèse. Républicain, oui, je veux dire, dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique. Et du coup, cette injustice, elle est flagrante. Et les flagrantes, ça ne se discute plus. Maintenant, il faudra rééquilibrer la donne. Par contre, là où le gouvernement sud-africain a péché, c'est que Cyril Ramaphosa est allé piocher dans les sujets électoraux de campagne de Julius Malema. Et donc, il ne s'est pas préparé à cette réponse. Il s'est dit, je lui prends son sujet, je l'intègre comme ça. La population qui attendait que ça va me suivre. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? J'ai une patate chaude, mais je n'avais pas mûri, en fait, je n'avais pas de vision par rapport à ça. On en est à ce stade-là aujourd'hui. On peut s'interroger donc sur la visée peut-être électoraliste quelque part. Voilà, de l'ANC, de Cyril Ramaphosa. C'est de bonne guerre pour un président en place. Les programmes politiques, généralement après les élections, tout ce qui est aspect important du programme de Zara, de Blaise ou de Barra, je récupère et je mets en œuvre les... Qu'est-ce qui est visé? Est-ce qu'il veut véritablement mettre en œuvre cette réforme? Il s'agit là de lancer cette idée. Je ne crois pas. Il a compris que la population était en attente. Ce n'était pas son idée, mais c'était une bonne idée. C'est ça. Donc à partir de ce moment-là, faut-il jouer au petit malin et dire non, c'est l'idée de Blaise, je ne prends pas. Non, la population en a besoin, il faut la prendre. Et maintenant, pour la mise en œuvre, quitte à appeler Blaise et lui dire, vous managez ce projet-là. Non, vous pilotez carrément. C'est utile pour le pays. Vous l'avez théorisé, je l'ai adopté, je vous laisse le piloter. Parce que ce n'est pas un petit projet, c'est immense. La crainte que vous avez par rapport au niveau de productivité ou de production intérieure par rapport aux fermiers noirs, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est eux qui travaillaient les terres. Les fermiers blancs, ils ont la machine, ils ont l'industrie avec eux. Une fois que la réforme sera mise en place, ils deviennent des propriétaires d'outils de travail. Ils peuvent le mettre en location, ils peuvent le mettre en vente. Ce matériel-là, ils ne le perdent pas, ils peuvent le mettre à profit. Ici, la donne qui, pour moi, va devoir être autrement prise en compte, c'est la partie export. Parce qu'aujourd'hui, il y a une demande intérieure qui est très forte. Il faut arriver à améliorer les conditions et le niveau de vie des populations. Ceux qui vont avoir plus de terres vont devoir produire davantage pour leur autoconsommation et le surplus, ils iront vers l'extérieur. Moi, je n'ai pas tellement peur. Pape, ce qui m'inquiète n'est pas plus la production intérieure, c'est inquiétant. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est plus les partenaires extérieurs. Parce qu'on sait très bien que dans les autres cas qu'on a vécu, comme celui du Zimbabwe, les partenaires extérieurs, qui sont la plupart occidentaux, mettent une pression via leur réseau et leur banque pour asphyxier les économies des pays qui tentent comme ça de récupérer leurs terres. Le camp zimbabwéen, c'est le cas. S'il y avait des partenaires qu'africains,
On pourrait dire, bon, entre nous, on s'arrangera et ça passera. Mais le problème, c'est que les gros partenaires, les gros acheteurs de l'agriculture sud-africaine... Je suis désolé, mais ça m'étonnerait que la Nedbank pèse plus lourd que la BAD. Non. D'accord. Et d'autres banques de la CEDEAO. Donc on peut toujours... Oublions, en fait, les coupables, ils sont à l'extérieur, on le sait. Ne les cherchons plus, ne les identifions plus. Occupons-nous de ceux qui nous permettent, qui sont en interne et qui nous permettent d'atteindre nos autonomies. Tout à fait. Tout à fait. Je pense en interne, Zahra, si vous permettez, que la population noire qui va se retrouver propriétaire terrien, croyez-moi, va faire usage à bon escient de ce patrimoine qu'il va récupérer. Et les enjeux pour les partenaires extérieurs, c'est que la production leur soit vendue. Quel intérêt ils ont, ces populations africaines nouvellement propriétaires, qui vont avoir des productions entre les mains, de faire de la thésaurisation? Ils vont vendre. Eh ben, ces partenaires anciens seront en priorité ceux qu'il faudra servir en premier. Quelque part, moi, j'ai très confiance par rapport à cette mesure-là. Elle fait peur a priori, mais les enjeux sont bien cernés. Les enjeux sont bien cernés parce que ceux qui devaient le plus s'inquiéter ont crié et ils ont été entendus. Pape, quelque part, vous avez parlé des partenaires étrangers. Ils ont intérêt à acheter. Des fois, ils disent non, ils se tournent vers d'autres horizons. Pourquoi? Pour vous asphyxier. Ils vont vous dire que ce que vous produisez n'est pas à nos normes. Parce qu'ils sont solidaires avec l'origine de la banque qui finançait les crédits avant. Et du coup, vous allez vous retrouver avec votre surproduction. Et en Afrique, malheureusement, on ne connaît pas la subvention comme en Europe. C'est-à-dire que si vous produisez plus et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, à l'écouler sur le marché, votre État subventionne. Attention, la particularité de l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a un besoin de consommation intérieure qui est important. Mais ça ne suffit pas. Oui, qui n'est pas encore satisfaite. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin de consommer, c'est ceux-là qui ne produisaient pas assez. Demain, on leur cède des terres, donc leur capacité à produire va augmenter et ils vont donc satisfaire le gap de besoins qu'ils avaient déjà. Donc le surplus qu'il va falloir exporter, je ne crois pas que les partenaires qui sont là jusqu'à présent se mettraient à rechigner. Donc la qualité, si vous voulez, on leur cédera la crème de la production, mais ça se fera. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Autant j'avais peur de l'autre côté, mais ici, j'ai beaucoup d'espoir parce que les enjeux ont été bien cernés. Et croyez-moi, cette réforme, encore une fois, elle est inévitable, elle s'impose. Alors de l'espoir, la question en tout cas de la redistribution des terres se pose depuis 1994. L'ancien président Mandela a essayé. Voilà, tous ont quand même un petit peu, en tout cas, ne sont pas parvenus à résoudre ce problème. Alors est-ce que cette problématique qualifiée de brutale, notamment par l'Alliance démocratique, est-ce que ça peut fonctionner? Fatalement, ça va fonctionner, de toute façon. Mais il y a une phase de transition qui est nécessaire et une meilleure intelligence à adopter. Est-ce que c'est le bon moment? On sait que l'Afrique du Sud, c'est une crise économique. Il n'y a jamais de bon moment. Il faut provoquer le moment. Non, je veux dire par là, est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que c'est pas plus dangereux? Il n'y a jamais de bon moment. Quand on voulait acquérir les indépendances dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, dans les années 60, il y en a qui criaient que ce n'était pas le moment et que les Africains n'étaient pas prêts. Et les indépendantistes de l'époque ont été pour la plupart mis sur le poteau et on a mis des présidents qui arrangeaient l'Occident avec les résultats qu'on connaît. Donc il n'y a pas de bon moment. Il y a une Afrique aujourd'hui du Sud qui prend en main son destin. Ça fait 24 ans, vous l'avez dit, que Nelson Mandela a été sorti de prison et a pris en main son pays pour un premier mandat. Il a confié son mandat à d'autres, Mbeki et d'autres qui ont surfé sur les résultats qu'il avait mis en place. Il fallait que, d'ailleurs, les Sud-Africains apprennent eux-mêmes à s'auto-diriger, taisent leurs conflits internes, parce qu'ils ont également leur propre conflit, il ne faut pas les ignorer, et construisent un nouvel État avec une vision pour chaque Sud-Africain de l'État, en taisant également les rancœurs qui ont été entretenues pendant des années, que notamment Mandela a réussi avec le temps à taire entre eux. N'oublions pas qu'une nouvelle paupérisation maintenant de la classe blanche, une partie s'est fragilisée, est devenue pauvre, et qu'une grande partie des Noirs ont émergé, ce que j'ai évoqué au début en préambule. Ces déséquilibres-là
qui se sont en tout cas rééquilibrés économiquement font que la masse propriétaire aujourd'hui agricole des Blancs ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Ils ont peur et c'est légitime. Ce qui leur arrive, il arrive du palais, ils sont assassinés tout à fait. tous les mois. Tout à fait. Et il y a des partenaires, leurs partenaires occidentaux qui tiennent les banques à l'intérieur, même si ils pensent que la BAD et les autres pourraient, en sachant que même au-dessus de la BAD et d'autres, il y a encore des partenaires occidentaux qui sont d'ailleurs partie prenante dans les conseils d'administration de ces grandes banques africaines. On sait également que, parce que l'Union africaine, elle est financée par les Occidentaux. Donc, quelque part, il faut que nous-mêmes, nous se prenions en charge. Mais il n'y a pas de bon moment, Zahra. C'est maintenant. Ouais. Mais maintenant, avec une stratégie. Notre problème a toujours été la stratégie. Une fois qu'on vous donne ça, qu'est-ce que vous en faites? Il faut développer une stratégie. Il faut bien réfléchir à cela, parce que nous aussi, on doit chercher de nouveaux partenaires. On ne doit pas que viser les partenaires occidentaux qui sont essentiellement des manipulateurs. À un moment donné, ils nous disent non, on va chercher d'autres. Ils l'ont fait pour la banane. Ils l'ont fait pour le cacao, et donc il leur est facile d'aller développer en Amérique du Sud des relations pour leurs propres intérêts. Ils le font pour le pétrole. Ils peuvent se passer du pétrole soudanais ou libyen à un moment donné, faire baisser les cours pour aller ailleurs. C'est facile pour eux. Alors, Bara Ndiaye, je sais que vous voulez intervenir et on va continuer de parler de la faisabilité de cette réforme où se posent également quand même des questions d'ordre de droit international notamment. Et on l'a vu depuis en tout cas l'intervention du président américain sur cette question. Mais on continue d'en parler. Je vous laisserai la parole juste après cette courte pause. À tout de suite.